Oui, voilà, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cet atelier sur la reprise du fonds de commerce qui est organisé dans le cadre de la semaine de la transmission. Alors, c'est une semaine de la transmission un petit peu particulière cette année, étant donné qu'elle a lieu 100% en digital. Donc, vous avez toute une série d'événements qui sont organisés tout au long de ces 2 semaines, puisque cette année, la semaine de la transmission a lieu sur 2 semaines complètes. Et donc, n'hésitez pas à encore vous inscrire à des événements qui ont lieu jusque vendredi. Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la reprise du fonds de commerce. On va voir dans un premier temps avec Maître de Clèves toutes les questions pratiques, c'est-à-dire les formalités légales, les montages juridiques possibles pour reprendre un fonds de commerce, et également l'importance de la due diligence et d'autres contrats qui sera également abordé durant une bonne heure. Et ensuite, ce sera à mon tour. Donc moi, je suis Hugues Loïc Fassé, le conseiller en transmission 18-19. À ce moment-là, j'aborderai la question du financement en 10 minutes, un quart d'heure. J'aborderai les possibilités de financement pour reprendre un fonds de commerce. Alors, d'un point de vue tout à fait pratique, vous avez un onglet chat dans, dans le petit rectangle que vous avez sur la droite. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions. Et donc, tout au long de l'intervention de Maître de Clèves, il y aura la possibilité donc de lui poser les questions. C'est moi-même qui poserai certaines questions durant cet atelier en allant piocher des questions. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Maître de Clèves et un bon atelier à tout le monde. Et comme je le disais, n'hésitez pas à poser vos questions. Dernière petite chose, les slides seront envoyés à tous les participants après la présentation. Bonjour à tous. Voilà, Antoine de Clèves, je vais vous présenter aujourd'hui la partie juridique de la reprise d'un fonds de commerce et elle est intitulée Reprendre un fonds de commerce, les pièges à éviter. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vous donner un bref aperçu juridique de la manière dont se passe la cession d'un fonds de commerce et ce à quoi il faut être attentif lorsqu'on va rédiger une convention de cession de fonds de commerce ou lorsque on est au niveau des discussions de la recherche d'informations, de ce qu'on appelle la due diligence avec la personne avec laquelle on veut reprendre le fonds de commerce. Alors, petit plan de la présentation d'aujourd'hui. Le premier point consiste à distinguer la cession de fonds de commerce de la cession d'actions. Donc, ce sont deux choses complètement différentes sur le plan juridique. Et donc, je vais faire un bref rappel des différences. Ensuite, le deuxième point concerne les parties à la convention. Donc, d'un côté, le cédant, de l'autre, le cessionnaire. À quoi est-ce qu'il faut être attentif dans le chef de chacun? Quels sont les pouvoirs de chacun? Le troisième point concerne la détermination de l'objet du fonds de commerce. Qu'est-ce qu'il y a dans un fonds de commerce? Qu'est-ce que c'est un fonds de commerce? Qu'est-ce qui est inclus dans un fonds de commerce? Qu'est-ce qui ne l'est pas? À quoi est-ce qu'il faut être attentif au moment où on va commencer les discussions? Ensuite, quatrième point, ça concerne les obligations de chacune des parties. Donc, d'un côté, les obligations du cédant. On va voir que le cédant a une garantie d'éviction qu'il donne au cessionnaire et également une garantie contre les vices cachés. Qu'est-ce que ça recouvre et quelles sont les conséquences? Les obligations, ou l'obligation ici en l'occurrence du cessionnaire, qui est celle de payer le prix. Et là, on va voir un peu quels sont comment est-ce qu'on fixe un prix, quelles sont les possibilités à ce niveau-là, quelles sont les modalités pour le paiement du prix. Donc, c'est ce qui sera discuté à ce moment-là. Ensuite, le cinquième point concerne les certificats. Alors, vous aurez peut-être entendu qu'en matière de cession de fonds de commerce, il est très important de demander des certificats de virginité fiscale et sociale. On va aborder ce point-là en expliquant pourquoi est-ce qu'il faut demander ces certificats, quel est le mécanisme et à quoi il faut être attentif. Le sixième point concerne le bail commercial parce que dans la plupart des cas, cession de fonds de commerce implique également cession du contrat de bail. Quels sont les éléments auxquels il faut être attentif à ce niveau-là?
Le 7e point concerne le personnel. Donc, si vous rachetez un fonds de commerce auquel est attaché un personnel, quelles sont les conséquences à ce moment-là au niveau du personnel? Un bref point sur l'accès à la profession. Donc, si le fonds de commerce que vous rachetez nécessite un accès à la profession, qu'est-ce que vous devez faire? Et enfin, le 9e point concerne les aspects fiscaux de la cession de fonds de commerce, tant dans le chef du cédant que dans le chef du cessionnaire. Alors, on va commencer avec le premier point. Premier point donc qui concerne la cession du fonds de commerce versus la cession d'actions. Quelles sont les différences entre ces deux notions? Alors, au niveau du principe, la cession de fonds de commerce, c'est une vente d'actifs. On va céder des actifs, mais les dettes et les créances qui sont dans la société, elles ne sont pas transférées. Donc, vous n'achetez que de l'actif, mais pas des dettes, ni même des créances. Néanmoins, on le verra, et c'est là tout l'enjeu de ce qu'on appelle les certificats qu'il faut lever, le cessionnaire peut être solidairement tenu de certaines dettes fiscales et sociales du cédant. Et donc ça, il faut vraiment être très attentif au moment de la reprise d'un fonds de commerce. Mais donc le principe, c'est que les dettes et les créances ne sont en principe pas transférées, sauf certaines dettes sociales et fiscales. Du côté de la cession d'actions, mais là, c'est tout le contraire. Vous achetez l'ensemble de l'entreprise, vous achetez les parts et vous contrôlez la société. Et donc, vous avez un transfert qui se fait de l'ensemble des droits et obligations de l'entreprise que vous reprenez. Et donc, d'un côté, vous n'achetez que certains actifs et l'entreprise, mais elle reste comme elle est. De l'autre côté, vous achetez réellement l'entreprise. Et au niveau de la fiscalité, les choses sont également différentes, puisque au niveau de la cession d'un fonds de commerce, le repreneur il peut amortir le prix d'acquisition des actifs, ce qui n'est pas le cas au niveau de la cession d'actions, parce que le repreneur ne peut pas déduire fiscalement le prix d'acquisition des actions. Et donc, clairement, au niveau du repreneur, la cession de fonds de commerce est plus intéressante à ce niveau-là que la cession d'actions. En ce qui concerne la taxation du cédant ou du vendeur, le vendeur, dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce, il va être taxé sur la plus-value éventuelle. Au niveau de la cession d'actions, le vendeur, pour autant qu'il soit une personne physique, ne sera pas imposé sur la plus-value sur action, sauf si on devait considérer que cela sortait de la gestion normale de son patrimoine privé, ce qui est, serait dans la plupart des cas assez exceptionnel. Et donc, on voit également à ce niveau-là qu'il est plus intéressant pour le vendeur de faire une cession d'actions plutôt que de faire une cession de fonds de commerce. Donc ça, ce sont les principales différences qui existent entre la cession de fonds de commerce et la cession d'actions. Maintenant, on va aborder les parties à la convention de cession de fonds de commerce. On peut avoir différentes parties en face de soi. On peut avoir des sociétés, on peut également avoir des personnes physiques. Alors, à quoi faut-il être attentif? Si vous avez en face de vous une SRL, donc les SRL, c'est la nouvelle dénomination pour les anciennes SPRL. Alors, si il y a une SRL, si il n'y a qu'un seul administrateur, donc celui qu'on appelait précédemment le gérant, s'il n'y en a qu'un seul, il peut représenter seul la société et donc il peut signer la convention de cession de fonds de commerce et engager à ce titre, sans autre formalité, la société. Par contre, s'il y a plusieurs administrateurs ou plusieurs gérants, ils vont agir en ce qu'on appelle un collège, c'est-à-dire qu'ils doivent en principe agir ensemble et donc il faudra veiller à s'assurer que dans ce cas, la personne que vous avez en face de vous a bien les pouvoirs pour pouvoir représenter la société. Il faudra donc regarder ce qui est mentionné à cet égard
dans les statuts, et si rien n'est mentionné, s'assurer à ce moment-là que le collège a bien désigné votre interlocuteur comme étant la personne qui peut signer la convention de cession de fonds de commerce. Si vous avez une société anonyme, c'est sensiblement la même chose, sauf que dans la société anonyme, vous avez d'office un conseil d'administration et pas un seul administrateur. Et donc, à ce niveau-là, il faut savoir qu'un administrateur délégué seul ne peut pas signer un acte de gestion journalière, et donc on va devoir à nouveau vérifier dans les statuts pour voir s'il existe une clause, et s'il n'en existe pas, alors s'assurer que l'ensemble des administrateurs ont bien donné les pouvoirs à la personne que vous avez en face de vous pour pouvoir représenter la société. Si vous avez une personne physique en face de vous, en principe, vous vous dites, mais là, ça va être plus facile parce que je ne vais pas avoir beaucoup de soucis. J'ai la personne directement en face de moi. Attention toutefois que s'il s'agit d'une personne qui est mariée, le consentement des deux époux est nécessaire pour aliéner, donc pour vendre le fonds de commerce qui appartient à la communauté des biens des époux. Donc, s'ils sont mariés sous le régime de la communauté ou s'il s'agit d'un bien qui est devenu commun aux deux époux, à ce moment-là, il faut s'assurer qu'on a bien le consentement des deux époux, sans quoi l'époux qui n'a pas signé la convention de cession de fonds de commerce pourrait demander l'annulation de celle-ci en disant qu'elle lui est préjudiciable. Donc, toujours bien vérifier à ce niveau-là que si la personne est mariée, soit on fait une vérification du régime matrimonial et du fait que s'assurer que le fonds de commerce est un bien propre de l'époux, auquel cas il n'y a pas de problème. Mais s'il s'agit d'un bien qui est en communauté, à ce moment-là, il faut veiller à obtenir le consentement de l'autre époux pour éviter tout risque d'annulation. Donc, ça, c'était ce qui concerne les parties à la convention, ceux qui vont la signer. On va maintenant aborder un autre point, si vous n'avez toujours pas de questions à ce stade-ci, qui est celui de la détermination de l'objet du fonds de commerce. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un fonds de commerce? Le fonds de commerce, c'est un concept qu'on dit à géométrie variable. Il n'y a pas de définition claire de ce qu'est un fonds de commerce dans la loi. La notion est tout à fait floue et incertaine. On parle généralement de ce qu'un fonds de commerce est une universalité de faits composée d'éléments corporels et incorporels indispensables au maintien et à l'exploitation de la clientèle. Donc, vous vous dites sans doute, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia juridique? Mais donc, une universalité de faits, ça veut dire que c'est un ensemble qui est composé d'éléments corporels. Alors, c'est quoi des éléments corporels? Ce sont par exemple du mobilier, c'est par exemple du stock qui est attaché au fonds de commerce. Des éléments incorporels, ce seront par exemple des brevets, une licence, qui sont indispensables au maintien ou à l'exploitation de la clientèle. Et donc, ce qui est important, c'est que l'ensemble des biens doivent être quelque part rassemblés autour d'un même objectif, qui est celui de maintenir et d'exploiter la clientèle. Et donc, la clientèle est vraiment, dans le cadre de la cession de fonds de commerce, un élément essentiel pour pouvoir dire, OK, dans ce cas, il y a bien une cession de fonds de commerce. Si vous pensez avoir une cession de fonds de commerce mais qu'il n'y a pas de cession de clientèle, ce n'est sans doute pas une cession de fonds de commerce. C'est sans doute une cession d'actifs qui sont isolés ou une cession peut-être de branches d'activité. Mais ici, ce qui est important dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce, c'est que ça doit permettre le maintien et l'exploitation d'une clientèle. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver typiquement dans un fonds de commerce? On va avoir un droit au bail. C'est la première chose. On va retrouver également, on l'a dit, des clients, plusieurs clients. On va retrouver éventuellement des machines,
de l'outillage de production. On va retrouver un site internet. On va retrouver des brevets, des droits de propriété intellectuelle. On va retrouver des stocks et on va retrouver des outils également éventuellement. Et enfin, on va retrouver une dénomination commerciale, une enseigne qui fait partie du fonds de commerce et qui permet en fait cette enseigne de retenir quelque part la clientèle. Alors, ce qu'on remarque, c'est que il y a une certaine variabilité au niveau des éléments qui composent un fonds de commerce en fonction du type d'activité qui est exploité. Par exemple, si vous avez un magasin, l'emplacement commercial va être un élément essentiel. Tandis que si vous êtes concepteur de site internet, finalement, vous n'avez pas besoin d'avoir un magasin ayant pignon sur rue. Vous pouvez travailler dans votre bureau et donc ce n'est pas, dans ce cas-là, un élément essentiel. Et donc, ce qui va changer, ce qui va être variable, c'est que pour un fonds de commerce X, vous n'allez pas avoir les mêmes éléments nécessairement que dans un fonds de commerce Y. En outre, il est possible, dans le cadre de la convention, de décider d'exclure ou d'inclure certains éléments. Alors, on peut par exemple décider que telle créance sur tel client, eh ben, dans le cadre de la reprise du fonds de commerce, on va décider, même si en principe une créance ou une dette n'est pas incluse dans un fonds de commerce, de décider que néanmoins, on va l'inclure. Et donc, il faudra le mentionner expressément dans la convention de cession de fonds de commerce, mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autres obligations et on peut, suivant sa volonté, décider oui ou non d'inclure tel ou tel élément. La seule limite, et ça rejoint la définition de la cession de fonds de commerce, la seule limite, c'est la clientèle. La clientèle, elle, demeure un élément essentiel. Et s'il n'y a pas une cession de la clientèle, à ce moment-là, on risque une disqualification, c'est-à-dire qu'on ne va plus considérer qu'il s'agit d'une cession de fonds de commerce, mais on va considérer qu'il s'agit d'une vente de certains actifs isolés. Et donc, ça peut avoir quelques conséquences, notamment au niveau fiscal, ce ne sera pas considéré exactement de la même manière. Et donc, ce qui est vraiment très important, puisqu'il s'agit d'une notion floue, ce qui est vraiment très important dans le cadre d'une convention de cession de fonds de commerce, c'est de préciser ce qui est inclus et ce qui est exclu du fonds de commerce. Et donc, dans les slides qui suivent, je vais vous montrer un exemple de clause que l'on retrouve typiquement dans une convention de cession de fonds de commerce. C'est une clause qui va préciser ce qui est inclus dans le fonds de commerce et ensuite ce qui est exclu. Et donc, ça commence souvent comme ça. Le fonds de commerce, objet de la présente cession, comprend de manière non limitative la clientèle, ça c'est certain, le droit au bail, dans la plupart des cas, ce sera un élément essentiel, les contrats en cours, les contrats fournisseurs, les contrats avec les clients, l'enseigne, le nom commercial, le site internet, le mobilier et le matériel qui est attaché au fonds de commerce, donc les outils, les véhicules, les voitures, les machines. Et ce qui est très important, c'est de dresser un inventaire de ce mobilier, de ce matériel, parce qu'autrement, ce sera très difficile de pouvoir dire, moi, quand je suis venu voir le fonds de commerce, il y avait tel élément, aujourd'hui, je ne le retrouve pas. Comment est-ce que vous pourrez avoir la preuve de ce que vous comptiez acheter tel élément s'il n'est pas mentionné quelque part dans la convention? Ce sera très compliqué. Et donc, les conventions de cession de fonds de commerce contiennent en annexe, dans la plupart des cas, un inventaire de ce mobilier, de ce matériel. Ensuite, autre point, ce sont les marchandises en stock qui sont également cédées. Il y a les droits de propriété industriels qui sont attachés à l'exploitation du fonds de commerce, les marques, brevets, dessins, modèles, l'organisation commerciale, les stocks de marchandises et matières premières,
Et ce qui peut être utile si vous êtes repreneur, c'est de préciser dans une clause qu'on dit clause balai, que même si ce n'est pas repris expressément dans le contrat, les éléments nécessaires à l'exploitation du fonds font partie de la cession. Donc, c'est-à-dire même même si on a oublié de le préciser expressément, tout ce qui est nécessaire à l'exploitation du fonds est bien repris dans ce qu'on achète. Et le pendant de cette clause d'inclusion de certains éléments est une clause d'exclusion d'autres éléments. Et la clause se poursuit donc de la manière suivante. Ne sont toutefois pas compris dans le fonds de commerce les créances qui existent au jour de la délivrance ou qui sont nées de l'exploitation antérieure, les espèces et les valeurs en caisse, les avoirs en banque au jour de la délivrance du fonds de commerce. Également, si le cédant dispose, est propriétaire d'un immeuble, il peut être utile de préciser que son immeuble ne fait pas partie de la cession du fonds de commerce. Donc, jusqu'ici, on a vu quelle était la différence entre une convention de cession de fonds de commerce, d'une part, une convention de cession d'actions de l'autre. On a vu quelles étaient les parties qui pouvaient signer une convention de fonds de commerce, ce à quoi il fallait être attentif dans ce cadre. On a vu qu'est-ce qu'il y avait dans le fonds de commerce, quelle était la définition d'un fonds de commerce, ce qu'il y avait d'inclus et d'exclus dans un fonds de commerce en principe, tout en sachant que les parties avaient une grande liberté à cet égard. Et on arrive maintenant au point qui concerne les obligations de chacune des parties. On a peut-être, Maître de Clèves, on a quelques questions justement par rapport au contenu du fonds de commerce. Quelqu'un posait la question par rapport aux immeubles. Est-ce que les immeubles font partie du fonds de commerce? Ça, je pense que vous avez répondu. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter un élément. Mais donc l'immeuble, donc il y a deux choses à distinguer. Soit vous décidez de racheter le fonds de commerce et également l'immeuble dont le cédant serait propriétaire. Donc ça, c'est une possibilité. Mais donc à ce moment-là, il faut préciser dans la cession de fonds de commerce que l'immeuble va être racheté et on va devoir avoir une vente en bonne et due forme, donc passer devant chez un notaire pour s'occuper de la vente. Donc évidemment, ce n'est pas dans le cadre d'une convention comme on appelle ici sous seing privé, donc juste que les parties signent, on pourra rendre opposable la vente d'un immeuble. Et donc, il faudra nécessairement passer devant un notaire et il faudra également mentionner dans la convention de cession de fonds de commerce quelle est la partie qui est relative à la vente du fonds de commerce et quelle est la partie du prix qui est relative à la vente de l'immeuble. Donc ça, c'est si effectivement il y a réellement une vente d'immeubles qui a lieu en même temps que la cession de fonds de commerce, ce qui est tout à fait possible et envisageable, bien entendu. Et sinon, dans beaucoup d'autres cas, on a une cession du bail commercial. Et donc ça, c'est juste le droit au bail qui est repris, mais pas la propriété de l'immeuble. Et donc ça, c'est un point qu'on verra plus tard dans le cadre de la présentation. Très bien. On a une deuxième question par rapport aux éléments du fonds de commerce. Peut-on exclure contractuellement certains éléments du fonds de commerce? Ça, vous avez répondu. Par exemple, le nom de la société qui serait un nom propre. Oui, donc dans ce cadre-là, on peut l'exclure. Donc effectivement, ça on peut l'exclure, ça c'est certain. Maintenant, on peut aussi décider de l'inclure en précisant quelles en seraient les modalités d'utilisation et en essayant de restreindre au maximum les modalités d'utilisation qui pourraient être finalement négatives pour la personne qui porte ce nom. Et donc, habituellement, l'enseigne, la dénomination commerciale, ça fait partie du fonds de commerce. Maintenant, à mon sens, rien n'empêche de considérer que ce n'est pas un élément tout à fait essentiel et de pouvoir malgré tout considérer qu'il s'agit toujours d'une cession de fonds de commerce,
même si on décide de ne pas conserver le nom. La seule chose, c'est qu'il il faudra être attentif au fait que les clients ne doivent pas être surpris de ce changement, mais j'imagine aussi que dans le cadre de cette session de fonds de commerce, il y aura sans doute le cédant qui écrira à ses anciens clients de manière concertée avec le cessionnaire pour informer de la reprise du fonds de commerce par un nouvel exploitant et par là même d'un éventuel changement de nom. Ok, merci. On a encore une troisième question à ce sujet. Est-ce que le pas de porte égale la clientèle? Est-ce que ce sont des synonymes? Non, non. Donc le pas de porte n'est pas synonyme de clientèle. Le pas de porte est plutôt synonyme de loyer que de clientèle, je dirais. Très bien, merci. On pourra Très poser les bien. autres questions plus tard dans la présentation. Je pense que ça concerne d'autres parties. D'accord. Donc, on en vient aux obligations des parties et on va commencer par les obligations du cédant. Et la première obligation du cédant, c'est ce qu'on appelle une garantie d'éviction. Et c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie une garantie d'éviction? C'est la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur et qui porte sur deux objets. Le premier, c'est qu'il doit garantir une possession paisible de la chose qu'il vend. Et le second, c'est qu'il doit garantir contre les défauts cachés de la chose qu'il vend. Et donc ça, c'est une garantie qui est due par tout vendeur, finalement, peu importe que ce soit dans le cadre d'une session de fonds de commerce ou d'une autre vente. Dès qu'on vend quelque chose sur lequel porte un droit de propriété, l'acquéreur peut se prévaloir de cette garantie d'éviction. Alors, cette garantie d'éviction, c'est une garantie à l'égard des tiers, donc les tiers qui pourraient revendiquer un droit sur ce qui a été vendu. Alors, il y a un grand principe en droit qui est de dire que la vente de la chose d'autrui est nulle. Ça paraît assez clair. Maintenant, dans le cadre d'une convention de cession de fonds de commerce, même si le principe peut paraître assez clair qu'on ne peut pas vendre la chose d'autrui, il peut arriver qu'on ne pense pas au fait que des biens qui sont en leasing ou donnés sous financement, ou encore si le cédant a donné un gage sur fonds de commerce à un organisme de crédit, à ce moment-là, il peut y avoir des revendications de tiers, en l'occurrence bien souvent des organismes de financement, à l'égard de ce qui a été vendu. Et donc, ce qui est important, c'est de bien préciser quel est le sort qui va être réservé à ces biens qui ont été donnés en leasing ou qui sont sous financement. Est-ce qu'ils sont repris ou non? Et si oui, comment s'arrange-t-on? Est-ce que le contrat permet de céder les biens qui sont donnés en leasing ou qui sont sous financement? Et comment est-ce qu'on avertit l'organisme de la cession qui a eu lieu? Et donc, la plupart des cas, ce sera en notifiant, en envoyant un courrier recommandé et en expliquant qu'il y a eu cette cession de fonds de commerce. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est autorisé dans tous les cas, et donc il faudra soit essayer de se rapprocher de l'organisme en question pour essayer d'obtenir une dérogation, soit si ce n'est pas possible, alors à ce moment-là, il faudra que le cédant reprenne le bien qui a été donné en leasing. Alors, exemple de clause que l'on retrouve généralement dans une convention de cession de fonds de commerce, c'est la suivante, c'est de dire que le fonds est vendu quitté libre d'inscription de tout nantissement sur fonds de commerce, de saisie ou d'action en revendication ou d'autres causes susceptibles d'en troubler le transfert de propriété ou de jouissance. Et si il devait y avoir une inscription, par exemple, qui existe au profit d'un créancier gagiste, à ce moment-là, on le mentionne et on met le fonds de commerce se trouve être uniquement engagé en faveur de le nom de l'organisme de crédit
laquelle banque a cependant fait part de son accord préalable, donc ça c'est si on s'est rapproché de la banque en question, sur la présente cession, moyennant apurement de sa créance lors de l'encaissement du prix. Donc ici, dans ce cas-là, la banque demande que le solde du crédit, par exemple, qu'elle avait consenti, soit immédiatement remboursé au moment où le cessionnaire paye le prix, et donc que cette partie du prix arrive directement à la banque, le solde revenant au cédant. Mais si c'est voilà, ça peut être une des conditions qui est mise par la banque pour pouvoir accepter la cession de fonds de commerce. Maintenant, il pourrait y avoir d'autres accords qui sont trouvés avec la banque, bien entendu, mais ça, voilà, c'est une des propositions qui est faite. Donc ça, c'est ce qui concernait l'obligation du cédant de donner une garantie d'éviction à l'égard des tiers, et ce que ça pouvait recouvrir dans le cadre d'une cession de fonds de commerce. Maintenant, il doit également, le cédant, garantir le cessionnaire contre son fait personnel. Et dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, cette garantie de son fait personnel est assez particulière, puisque cette garantie d'éviction va impliquer de plein droit, c'est-à-dire que même si aucune clause dans la convention prévoit cela, de plein droit, il existe une obligation de non-concurrence du cédant. C'est donc dire que le cédant, même si aucune clause ne le prévoit dans le contrat, ne peut pas faire concurrence au cessionnaire dans le cadre de l'activité qui a été cédée. Donc, c'est quelque part assez logique. On considère que si vous vendez quelque chose avec une clientèle qui est attachée et que vous allez ouvrir une activité similaire, si pas identique, juste au coin de la rue à côté, il peut y avoir un certain problème pour le cessionnaire qui a acheté votre fonds de commerce et qui se trouve, qui risque évidemment de voir la clientèle rejoindre une personne avec laquelle il a eu plus de contacts par le passé, et donc de voir finalement cette clientèle être détournée. Et donc, même si vous oubliez de le mentionner dans la clause, dans la convention de cession de fonds de commerce, cette clause de non-concurrence existe et vous pouvez la faire valoir si d'aventure il se trouvait que le cédant venait à ouvrir un commerce à côté du magasin qu'il vous a vendu. Néanmoins, il est toujours utile de prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat. Pour quelle raison? C'est parce que la clause de non-concurrence telle qu'elle existe de plein droit est assez incertaine au niveau de son contour. Par exemple, il faut une activité qui est similaire. Il est nécessaire, me semble-t-il, de bien préciser quelles sont les activités interdites pour éviter toute ambiguïté et tout doute par rapport à ça. Il est également nécessaire dans cette clause de limiter dans l'espace la clause de non-concurrence, et donc c'est-à-dire de dire quelle est la zone géographique sur laquelle la non-concurrence va avoir lieu. En effet, donc, si rien n'est prévu, ce ne sera pas facile de pouvoir invoquer une clause de non-concurrence si le commerce a été ouvert, par exemple, à 10 km de l'endroit où se trouve votre fonds de commerce. On pourrait considérer que 10 km plus loin, ce n'est plus vraiment de la non-concurrence. Or, dans votre cas, peut-être qu'au moment d'acheter, vous vous dites non, s'il ouvre à 10 km, pour moi, ce serait de la concurrence en plein, même si 10 km, ça peut paraître beaucoup. Dans le cadre de mon activité, ce n'est pas beaucoup. Les clients risquent d'aller là-bas. Et donc, dans ce cas, il est vraiment nécessaire de bien prévoir une clause de non-concurrence et de prévoir quelle distance doit être respectée. Et il faut également que cette clause soit limitée dans le temps. Donc, vous pouvez prévoir une durée qui doit être raisonnable. Donc, on pourrait envisager une durée, par exemple, de 3 ans, une durée de 5 ans. On pourrait imaginer, dans certains cas, une durée de 10 ans, mais voilà, il faudrait pouvoir quand même justifier que c'est
durée raisonnable compte tenu du commerce en cause. Et donc, voilà, c'est également important de préciser ça dans la convention, parce que si on ne le précise pas, on a effectivement une obligation de non-concurrence, mais on n'a aucune indication quant à la durée. Et donc, si le cédant vient ouvrir 4 ans plus tard un fonds de commerce similaire, est-ce que vous pourrez encore vous arguer du fait que vous avez une clause, un droit de non-concurrence à l'égard du cédant? Ce n'est pas certain, et donc il est vraiment nécessaire de délimiter la clause de non-concurrence dans le cadre de la convention de cession de fonds de commerce. C'est également très important si vous avez affaire à une société qui est cédante, de faire signer un engagement de non-concurrence par les administrateurs, voire éventuellement par un actionnaire ou un travailleur qui serait en lien avec la clientèle, parce que le cédant, surtout s'il s'agit d'un actionnaire, par exemple, qui donc ne serait pas un administrateur, mais qui serait un des actionnaires qui avait le plus de contact, par exemple, avec la clientèle, lui n'est lié en rien par la clause qui a été signée par la société. Alors, la question se discute en ce qui concerne l'administrateur, mais dans le doute, je pense qu'il est vraiment nécessaire de prévoir le fait que certains des actionnaires ou des administrateurs signent en même temps l'engagement de non-concurrence. Donc, ils doivent le signer eux-mêmes. Il ne faut pas seulement préciser dans la convention que monsieur un tel ne pourra pas faire concurrence. Il faut que cette personne signe également. Si vous signez juste avec la société, entre vous et la société, et que vous parlez du fait que l'administrateur ou l'actionnaire un tel ne pourra pas faire concurrence, ce n'est pas suffisant. Il est donc vraiment nécessaire que cet administrateur signe également la convention pour que ça puisse lui être opposable. Donc ça, c'était les obligations du cédant en ce qui concerne la garantie d'éviction. Donc, d'une part, éviction contre le fait des tiers, donc ceux qui pourraient revendiquer quelque chose à l'égard des biens qui font partie du fonds de commerce, et la garantie d'éviction à l'égard du fait personnel du cédant. Et donc ça, c'est cette obligation de non-concurrence qui existe donc de plein droit, mais qu'il est vraiment nécessaire de préciser dans le cadre de la convention de cession de fonds de commerce. Ensuite, autre obligation du cédant, c'est celle de donner une garantie des vices cachés. Alors, le principe, c'est qu'au moment où vous réceptionnez ou vous rentrez dans le fonds de commerce, vous agréez tout ce qui est l'état apparent du fonds de commerce. Donc, si vous n'avez pas fait de remarques à ce niveau-là, c'est considéré comme étant accepté par le fait que vous rentrez, que vous commencez à utiliser le fonds de commerce dans son état apparent. Par contre, ça ne va pas viser les vices cachés. Et donc, les vices cachés, eux, restent toujours en principe couverts par le vendeur. Il est toutefois possible pour le vendeur d'exclure cette garantie des vices cachés, et donc dans bien des cas, la convention de cession de fonds de commerce exclura la garantie des vices cachés dans le chef du cédant. Alors, s'il n'y a pas d'exclusion de la garantie des vices cachés, quelles sont les sanctions s'il devait y avoir un vice caché? À ce moment-là, soit l'acheteur rend le bien et obtient le remboursement du prix, c'est ce qu'on appelle l'action rédhibitoire, soit il choisit de conserver le bien, mais il demande une réduction de prix sur ce bien, et c'est ce qu'on appelle l'action estimatoire. Ce qui est vraiment important de retenir si vous êtes repreneur et que vous avez un problème de vice caché, c'est qu'il est nécessaire d'introduire l'action à bref délai, c'est-à-dire très rapidement. Et donc, ne perdez pas de temps dans des discussions longues avec l'acheteur s'il refuse de vous indemniser ou de reprendre le bien. À ce moment-là, il faut directement aller voir un avocat et introduire une action en justice. Parce que si vous n'introduisez pas l'action en justice à bref délai, à ce moment-là,
vous êtes forclos à pouvoir invoquer la garantie des vices cachés. Et donc, ça veut dire que c'est définitivement terminé pour vous. Donc, deuxième obligation du cédant, c'était cette garantie des vices cachés. On en arrive à présent à les obligations du cessionnaire, enfin l'obligation ici en l'occurrence du cessionnaire, qui est celle de payer le prix. Alors, au niveau de la fixation du prix, le prix est libre, sauf pour ce qui concerne les pharmacies où les prix sont imposés. La seule chose qu'on demande, c'est que le prix puisse être déterminable et donc que s'il n'y a pas un montant X qui est fixé dès le départ, en tout cas les modalités pour parvenir à trouver quel est le prix doivent être correctement déterminées et ne doivent pas laisser de doute quant à l'interprétation du prix. Il est utile dans bien des cas de préciser la composition du prix selon le type de bien vendu et leur modalité d'amortissement. Et donc, bien souvent également, on joint un inventaire en disant, voilà, on a par exemple à des fins fiscales, la clientèle et les machines, elles peuvent s'amortir sur 5 ans. Le stock, il ne s'amortit pas. Et donc, c'est utile de pouvoir faire cette distinction au niveau du prix. Ce sera plus facile après pour votre comptable et au niveau fiscal. C'est également plus facile pour ce qui concerne la taxation des plus-values éventuelles, de préciser quels sont les biens, les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles. Donc ça, c'est ce qui concerne la fixation du prix. En ce qui concerne les frais d'une cession de fonds de commerce, la loi précise qu'ils sont à charge du cessionnaire. Maintenant, ce n'est pas impératif et vous pouvez considérer que ce n'est pas le cas, prévoir le contraire ou prévoir que certains frais ne sont pas à charge du cessionnaire. Ça, c'est à vous de le déterminer, mais par défaut, si rien n'est précisé, s'ils sont à charge du cessionnaire. Les obligations du cessionnaire, donc payer le prix, il y a différentes modalités qui peuvent être convenues au niveau du paiement du prix. Soit la totalité du prix est payée au comptant, c'est-à-dire au moment de la cession, soit on fait un paiement échelonné du prix. Et dans ce cas-là, si vous êtes le vendeur, vous demanderez certainement des mécanismes de garantie pour vous assurer que vous serez bien payé de l'intégralité du prix. On peut également envisager un complément de prix qui soit fonction du chiffre d'affaires ou du bénéfice qui sera réalisé par le cessionnaire après la cession. C'est ce qu'on appelle un earn-out. Dans bien des cas, quand il est question d'earn-out, il y aura également une certaine activité du cédant qui aidera et qui assistera le cessionnaire après la reprise du fonds de commerce. Et donc, on peut également prévoir que une partie du prix sera payée en fonction des résultats que fera le fonds de commerce après la cession. Autre élément, bien souvent, on considère que le stock fait partie d'une évaluation séparée parce que, évidemment, le stock est un élément particulièrement mouvant et donc on ne l'intègre pas directement dans le prix et on prévoit quelque chose à part en ce qui concerne le rachat du stock du fonds de commerce. Les garanties du vendeur, donc ce sont des garanties qui seront bien souvent demandées dans le cas d'un paiement échelonné ou d'un paiement avec un earn-out, par exemple. Le vendeur peut faire valoir de plein droit certaines garanties. Donc, il y a l'exception d'une exécution, c'est-à-dire qu'il peut retenir le bien tant qu'il n'a pas été payé de l'intégralité du prix. Mais bon, bien souvent, ce ne sera pas une solution intéressante dans la mesure où vous devez quand même pouvoir, si vous êtes vendeur, céder votre bien pour que la personne l'exploite et que si vous gardez le droit de propriété, ça peut être un peu compliqué de prévoir les modalités à ce niveau-là.
Il est également possible de demander une action en résolution, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas payé en tant que vendeur de l'intégralité du prix, vous pouvez demander l'annulation de la vente en justice. Vous pouvez également faire valoir le privilège du vendeur, mais c'est un privilège qui, dans le cadre de la cession de fonds de commerce, n'est pas toujours facile à faire valoir. Et donc, c'est un privilège qui permet au vendeur, dans le cas où la société, la société qui exploite le fonds de commerce ferait par exemple faillite après la cession, de pouvoir revendiquer par priorité d'être payé sur le prix de vente de certains objets qui sont des objets qui faisaient partie de la cession de fonds de commerce, et vous avez donc un privilège sur ces objets-là que vous avez vendus, mais pour lesquels vous n'avez pas été payé. Et donc, bien souvent, dans le cas d'un paiement échelonné, le vendeur demandera des sûretés, c'est-à-dire il pourrait demander un gage, par exemple, sur le fonds de commerce. Il pourrait demander un cautionnement de la part du cessionnaire, si c'est une société, de l'administrateur de la société en personne physique. Il pourrait également insérer ce qu'on appelle une clause résolutoire express, c'est-à-dire une clause par laquelle on considère que voilà, si par exemple à telle date le prix n'est pas payé par le cessionnaire, à ce moment-là, la convention est annulée de plein droit sans même devoir passer par les cours et tribunaux. Il est possible aussi d'envisager une clause de réserve de propriété ou de faire un transfert de propriété uniquement au moment où le paiement est entièrement réalisé, mais ça demande alors à ce moment-là de prévoir pendant la période de transition, donc cette transition entre le moment de la cession, entre le moment où le nouveau cessionnaire va exploiter le fonds et le moment où il payera les derniers montants du prix, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là, comment les choses vont se réaliser, parce qu'il faudra sans doute un certain contrôle encore de la part du cédant des activités qui sont réalisées par le cessionnaire tant que le transfert de la propriété n'est pas définitif. Donc, ici, on en termine avec les obligations des parties, donc du cédant et du cessionnaire. Je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions avant qu'on aborde la partie sur les certificats. Oui, effectivement, Maître de Clèves, il y a une question notamment par rapport aux pharmacies qui étaient donc exclues par rapport à la fixation du prix. Et donc, pourquoi ces pharmacies ne rentrent pas dans ce cas de figure et quelles sont leurs particularités? Parce que la particularité dans le cadre des pharmacies, c'est que les prix sont imposés par la loi, les prix pour la reprise d'une pharmacie. Alors, je ne connais pas le détail. La seule chose que je sais, c'est qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre pour la vente du fonds de commerce de la pharmacie. Donc, la seule marge de manœuvre qu'il y a bien souvent, ça consiste à vendre l'immeuble dans lequel est logée la pharmacie en même temps que la pharmacie pour là pouvoir faire un plus gros bénéfice au moment de la vente de la pharmacie, parce qu'autrement on est limité parce qu'on prévoit la loi. Très bien. Autre question, si la convention précise que certains biens ne sont pas amortissables, est-ce que je peux les amortir en incluant ces biens dans une structure existante? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Donc, si des biens sont... Si la convention précise que certains biens ne sont pas amortissables, est-ce que je peux les amortir en incluant ces biens dans une structure existante? Peut-être que monsieur veut dire qu'ils sont déjà amortis ou qui n'ont pas été amortis dans le chef du cessionnaire, enfin du cédant plutôt. Est-ce qu'en tant que cessionnaire, on pourrait éventuellement les amortir quand même? Je suppose que c'est ça. Oui, là, je vous avoue, je suis moins certain de savoir comment répondre exactement à la question. Faudrait peut-être voir là avec plus un professionnel du chiffre pour être sûr de quel montage et dans quelle structure on veut effectuer l'amortissement, parce que j'aurais du mal à répondre comme ça à la question. Très bien, effectivement, oui, alors ce serait plus un professionnel du chiffre qui pourrait répondre.
Alors encore une question, combien de temps de non-concurrence est appliqué automatiquement si la clause n'est pas dans la convention? Il n'y a pas de. Ça va être une question d'interprétation, donc c'est bien ça le problème, et c'est pour ça que ça dépendra d'une activité à l'autre, et donc je ne sais pas répondre à la question parce qu'il n'y a pas une réponse claire et précise à ce niveau-là. Ce qui paraît évident, c'est que si dans un délai de 6 mois, 1 an, il y a un commerce similaire qui est à moins de 3 km, oui, là, on devrait pouvoir considérer qu'il y a non-concurrence, mais on va devoir jouer sur deux choses. Il y a d'une part la notion de temps, d'autre part la notion d'espace. Et les deux sont importants pour pouvoir déterminer s'il y a ou pas non-concurrence. Mais donc, il n'y a pas, c'est bien ça le problème, c'est qu'il n'y a pas un délai qui est d'office accepté, quoi. Ok, merci. Il y a encore d'autres questions, mais on prendra le temps à la fin, enfin si on a encore le temps à la fin de l'exposé pour y répondre. D'accord. Donc, on en vient maintenant à la question des certificats. Donc, on l'a dit, la cession de fonds de commerce, en principe, il n'y a pas de dette ou de créances du cédant qui sont transmises au cessionnaire, sauf si les parties se mettent d'accord. Donc, ça, c'est le principe. Maintenant, l'État et donc le fisc, dans un premier temps, s'est rendu compte que les cessions de fonds de commerce lui étaient particulièrement défavorables dans la mesure où un cédant qui avait de nombreuses dettes fiscales à son égard pouvait céder un fonds de commerce, être payé du prix et puis disparaître dans la nature, ou bien avoir du mal à ne pas apurer directement le prix payé pour les dettes fiscales. Et donc, le législateur est intervenu dans un premier temps pour défendre le fisc et empêcher que le cédant puisse céder son fonds de commerce sans s'acquitter de certaines dettes fiscales. Et ensuite, il y a eu un effet de propagation, on va dire, et ça s'est étendu à des dettes sociales également. Et maintenant, il y a eu également une régionalisation au niveau de la fiscalité. Et donc, vous allez le voir, il y a 5 certificats qu'il faut maintenant obtenir, 5 certificats de virginité fiscale, parce que donc on a des dettes fiscales fédérales, régionales et des dettes sociales également. Et donc, toutes ces dettes sont protégées. L'État a décidé de se protéger à cet égard-là. Et donc, quel est le mécanisme que l'État a mis en place pour empêcher que le cédant puisse céder son fonds de commerce sans s'acquitter de certaines dettes? Il va considérer que les cessions de fonds de commerce ne lui sont opposables qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte certifié conforme à l'original lui a été notifiée. Et donc, jusqu'à cette échéance, le cessionnaire va être également solidairement tenu de payer les dettes fiscales et sociales du cédant à concurrence du prix de cession qui aurait déjà été payé avant cette échéance du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte certifié conforme à l'original a été notifiée. Donc, un petit exemple pour éclairer, parce que sinon ce n'est pas d'une limpidité exemplaire. Si vous avez une cession de fonds de commerce, que vous la notifiez le 15 mai, c'est-à-dire que vous envoyez un courrier recommandé aux différentes administrations fiscales avec une copie certifiée conforme à l'original de votre convention de cession de fonds de commerce. Celle-ci ne sera opposable que le 1er juillet 2000. Oui, que le 1er juillet 2020, je croyais qu'il y avait les années, je ne comprenais plus. Donc, si c'est le 15 mai que vous notifiez, elle sera opposable aux différents organismes le 1er juillet. Donc, 15 mai, ça c'est le jour de notification. Ensuite, on fait un mois en plus. On arrive le 15 juin 2020 et on dit que c'est à l'expiration du mois, donc le 30 juin 2020, et donc ce n'est que le lendemain, le 1er juillet 2020, que ce sera opposable aux fiscaux, aux administrations sociales.
Pendant ce délai entre le 15 mai et le 1er juillet, l'administration va faire comme si elle ne connaissait pas la cession de fonds de commerce. C'est-à-dire qu'elle peut venir faire des saisies sur le fonds de commerce sans, même si vous-même, en tant que cessionnaire, même si vous aviez par exemple payé l'intégralité du prix, vous pourriez vous retrouver avec un fonds de commerce vide et avoir payé le prix parce que l'État va considérer que il peut venir saisir le fonds de commerce, que ce fonds de commerce ne vous appartient pas encore en ce qui le concerne et qu'il peut donc aller vendre les différents éléments du fonds de commerce pour payer les dettes que le cédant avait à son égard. Si vous payez le prix également, c'est un peu le deuxième effet qui se coule, vous êtes également tenu des dettes fiscales et sociales du cédant à concurrence du prix que vous payez. C'est-à-dire que si vous payez 100 000 euros, par exemple, pour la reprise du fonds de commerce le 20 mai 2020, que finalement le fisc considère a une dette à l'égard du cédant, il pourrait vous demander également de lui payer à lui 100 000 euros également, c'est-à-dire l'équivalent du prêt de cession, pour autant que, évidemment, il ait une dette que le cédant ait eu une dette de 100 000 euros à son égard. Et donc, le fisc, ça c'est le principe de la solidarité. Donc, il y a deux règles, c'est cette non-opposabilité, il peut venir faire des saisies sur le fonds de commerce tant que ça ne lui est pas opposable. Et il y a également cette solidarité du cessionnaire à l'égard des dettes du cédant. Et ça, c'est limité au montant que le cessionnaire a déjà payé au cédant avant l'expiration du délai d'opposabilité. Et donc, il faut vraiment être très attentif à cela parce qu'on risque de devoir payer finalement deux fois le prix de cession, une fois au cédant et l'autre fois à l'administration fiscale ou sociale, ou plusieurs même, qui pourraient venir toquer à votre porte en disant mais vous avez payé avant que cela me soit opposable et donc je vous demande ici de payer en lieu et place du cédant et vous serez tenu. Donc il faut être particulièrement attentif à ça. Alors, il y a moyen d'éviter cette inopposabilité et cette solidarité. Et pour ça, on va devoir demander des certificats qu'on appelle certificats de virginité fiscale ou sociale quand il s'agit des administrations sociales. Alors, ces demandes donc, doivent être effectuées auprès des différentes administrations et celles-ci disposent d'un délai d'1 mois à compter de la demande qui en est faite pour transmettre les certificats. Et donc, il faut être bien attentif au fait que, au partir du moment où vous le demandez, vous pourriez avoir encore 1 mois avant de les recevoir. Et donc, c'est ça qui est particulièrement compliqué à jouer, c'est que si vous avez plusieurs certificats que vous demandez à plusieurs institutions, vous risquez de ne pas les recevoir tous en même temps. Et donc, vous devrez être très attentif à bien régler les choses. Et donc, si une fois que vous avez reçu votre certificat, vous notifiez dans les 30 jours où vous avez reçu ce certificat, donc pas un jour de plus, mais donc dans ce délai de 30 jours à partir du moment où vous avez obtenu ce certificat de virginité, si vous notifiez la convention de cession de fonds de commerce et que vous joignez une copie du certificat de virginité que vous avez reçu, à ce moment-là, vous évitez l'inopposabilité et la solidarité qui en découle. Alors évidemment, le certificat de virginité fiscale ne sera donné par l'administration que s'il n'existe pas de dette à l'égard de l'administration. Il n'y aura pas non plus de certificat qui sera donné dans l'hypothèse où le fisc aurait annoncé un contrôle sur l'entreprise. À ce moment-là, il ne donnera pas non plus de certificat de virginité fiscale. Et donc, on en arrive à l'autre hypothèse, c'est celle où vous n'obtenez pas
où le cédant n'obtient pas de certificat de virginité fiscale ou de certificat de virginité sociale. Alors, ce qu'il faut faire à ce moment-là, il faut donc notifier aux administrations une copie de certificat conforme à l'acte de cession, donc sans certificat ici, et ne payer le prix de cession qu'à la fin du mois qui suit celui au cours duquel l'acte de cession aura été notifié. Parce que autrement, vous risquez évidemment de devoir payer le fisc une deuxième fois pour les dettes du cédant. Et donc, il est utile à ce moment-là de prévoir dans la convention que le prix ne sera payé qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la notification aura été faite aux différentes administrations. Donc, très important les certificats, très important également de bien respecter les délais et d'avoir bien en tête le fait qu'il y a en réalité 5 certificats à obtenir. Ce sont ici les différents certificats qu'il convient d'obtenir et qu'il va falloir jouer chaque fois avec ce délai de validité de 30 jours qu'ont les certificats et qu'il faudra donc, au niveau du timing de l'opération, faire bien attention pour qu'on respecte le timing à l'égard de chacune des administrations et également qu'on ne paye pas le prix à un moment avant un délai d'opposabilité. Alors, donc, les 5 certificats à obtenir sont un certificat dans le cadre de l'impôt sur les revenus, sur la TVA, un certificat à l'égard de l'INASTI. C'est un certificat qui est souvent oublié, mais qui est important également, parce que vous pourriez être tenu des dettes sociales, par exemple des administrateurs de la société cédante. Il y a également un certificat en ce qui concerne les cotisations sociales ONSS et un nouveau certificat, nouveau car suite à la régionalisation de l'impôt. Et c'est un certificat qui atteste qu'il n'y a pas de dette fiscale régionale. Donc, ça va concerner, par exemple, le précompte immobilier. Voilà, c'est le principal, c'est l'exemple le plus parlant, mais ça pourrait également viser taxes de mise en circulation, droits d'enregistrement, etc. Et donc, il va falloir demander ces 5 certificats aux différentes administrations. Alors, peut-être qu'ici, je vais également voir s'il devait y avoir des questions, parce que c'est un point qui n'est pas facile à comprendre toujours. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Effectivement, j'ai une question ici sur les certificats. Alors, si les certificats montrent une absence de dette fiscale et sociale, faut-il néanmoins notifier la cession? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment c'est indispensable. C'est de notifier la cession, même si le certificat fait état de virginité fiscale, parce que ce n'est qu'à partir du moment où vous allez notifier la cession que le délai que le délai va commencer à courir à l'égard de l'administration fiscale. Si vous ne notifiez jamais la cession de fonds de commerce, l'État va toujours considérer finalement que les biens appartiennent au précédent cédant. Il pourrait toujours considérer que c'est le cas et venir saisir le matériel. Et de même, il pourrait considérer que finalement vous êtes tenu des montants solidairement. Et donc non, c'est vraiment indispensable de notifier les deux. Alors, autre question très pratico-pratique, où trouver les adresses de ces administrations? Est-ce qu'on les trouve facilement pour le cessionnaire? Oui, donc habituellement, si vous tapez certificat fonds de commerce sur Google, vous allez les retrouver assez facilement. Maintenant, je pourrais essayer d'inclure différents liens dans ma présentation avant de la renvoyer tout à l'heure. Je vais noter les points. Mais donc, c'est pas si compliqué à trouver que ça sur Internet. Maintenant, ce qu'il faut vraiment bien faire attention, c'est qu'il y en a 5. Donc, il faut le savoir. Il y en avait 4 jusqu'à peu. Le 5e est arrivé un petit peu comme ça, subrepticement. Et donc, déjà, on pensait qu'il y en avait souvent que 3. Donc, voilà, il faut vraiment être attentif à ce point-là. Très bien. Alors, on a la présentation des liens. Parfait.
On a une dernière question concernant les certificats. Est-ce que ces certificats sont disponibles pour des biens ailleurs en Europe? Non, non, parce que ici, enfin, je ne vois pas comment. Non, enfin, ça ne concerne que des cessions, évidemment, dans le cadre duquel le cédant est en Belgique, est imposé en Belgique. Euh, donc c'est dans le chef du cédant, quoi. Ça n'est pas à l'égard des biens, quoi. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que peu importe qu'il y ait des biens qui soient à l'étranger, c'est la personne du cédant qui importe ici. Très bien, merci. Il n'y a plus d'autres questions. Ah, si ce n'est peut-être ici, si le certificat n'est pas vierge, le montant est-il indiqué et peut-on déduire ce montant du prix? Euh, alors, je pense qu'effectivement, il y a une indication du montant de la dette et que dans ce cadre-là, on peut prévoir que on payera, déduire ce montant du prix et le verser alors directement à l'administration fiscale. Maintenant, il faut être attentif au fait que la dette pourrait augmenter dans le délai. Par exemple, ici, on avait parlé du 15 mai et le 1er juillet. La dette pourrait encore augmenter entre le 15 mai et le 1er juillet. Et donc là, il y a quand même un risque. Et donc, à ce moment-là, moi, je me rapprocherai directement de l'administration fiscale pour s'assurer du montant à telle date et de pouvoir avoir l'accord de l'administration fiscale quant au fait que effectivement tel montant qui serait versé par le cessionnaire pour apurer la dette du cédant, euh, eh bien le montant exact de la dette au jour J, et également s'assurer que dans la convention, ce soit bien stipulé, parce que sinon, vous allez avoir un autre problème, c'est que le cédant va vous dire, vous êtes engagé à me payer 100 000 euros, très bien, vous avez payé 100 000 euros pour moi au fisc, mais moi, je vous avais rien demandé, et donc d'avoir des problèmes à ce niveau-là, et qui viennent vous réclamer un complément de prix que vous auriez déjà payé au fisc. Donc voilà, important de bien définir tout ça et de s'assurer de la hauteur de la dette exactement avec le fisc avant d'effectuer le moindre paiement. Très bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions concernant les certificats. OK. Mais donc, on va en arriver là maintenant au bail commercial. Donc, le bail commercial, première hypothèse, il y a un bail commercial qui existe et il y a la possibilité de céder ou de sous-louer. Alors à ce moment-là, il faudra juste notifier par recommander la cession pour qu'elle soit opposable au propriétaire. C'est l'hypothèse la plus simple, mais dans la majorité des cas, il y aura une clause qui fera interdiction de cession et de sous-location. Maintenant, dans le cadre des cessions de fonds de commerce, l'article 10 de la loi sur les baux commerciaux neutralise cette interdiction et il dit que lorsque la cession est faite en même temps que la cession de l'intégralité des droits du locataire principal, ce qui est le cas dans le cas d'une cession de fonds de commerce, il peut y avoir néanmoins une cession, même s'il y a une interdiction dans le contrat de bail. Alors, attention que cet article 10 comporte toutefois des limites. Alors, notamment lorsque le bailleur ou sa famille habite une partie de l'immeuble, l'interdiction de céder le bail ou de sous-louer le bail reste valable. Donc, attention quand même bien se renseigner à ce niveau-là. Au niveau de la cession, donc il est nécessaire, si vous décidez donc de céder le bail dans le cadre de la cession de fonds de commerce, de signifier au bailleur le projet d'acte de cession ou de sous-location par lettre recommandée ou par exploit d'huissier de justice. Voilà, l'idéal, c'est l'exploit d'huissier de justice pour être tout à fait certain. Et à partir de ce moment-là, le bailleur, s'il a de justes motifs de s'opposer à la cession, on va voir ce que c'est les justes motifs, il doit notifier donc, de la même manière, donc par recommandé ou par exploit d'huissier de justice, son opposition dans un délai de 30 jours à dater de la signification. À défaut d'opposition, il est réputé avoir donné son accord.
Et l'opposition, les justes motifs de cette opposition, c'est notamment le fait que le preneur, donc le cédant ici, n'aurait exercé le commerce dans les lieux que depuis moins de 2 ans. Donc, être attentif à ça, ce serait un motif d'opposition de la part du bailleur si vous rachetez un bail commercial dans lequel le commerce n'a été effectué que depuis moins de 2 ans, ou si le bail, lui, a été renouvelé depuis moins de 2 ans. Donc voilà, faut être attentif à ces possibilités-là et donc bien se renseigner sur le bail commercial, demander de pouvoir en recevoir une copie et pouvoir bien l'analyser avant ça, avant de se lancer dans la cession du bail. Et donc si le bailleur notifie son opposition, le preneur a ensuite un délai de 15 jours, donc c'est un délai très court, pour se pourvoir devant le juge de paix pour aller contester les justes motifs qui sont allégués. Et donc, dans la plupart des cas, la cession de fonds de commerce, elle est conclue sous la condition suspensive. Ça veut dire que la cession ne sera définitive que pour autant que la procédure de l'article 10 soit menée à bonne fin, c'est-à-dire qu'effectivement, le cessionnaire puisse devenir se voir céder le bail commercial. Et donc, ça va demander de prévoir pendant toute la durée que pourrait durer pendant toute la durée de cette procédure prévue par l'article 10, de prévoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que le cédant continue jusqu'à ce moment-là à exploiter le fonds de commerce ou est-ce qu'il laisse néanmoins le cessionnaire pouvoir exploiter le fonds de commerce? Si oui, à quelles conditions? Est-ce qu'il va y avoir un contrôle par le cédant? Au profit de qui va se faire cette exploitation si, in fine, le bail commercial ne devait être amené à ne pas être cédé. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut prévoir le cas échéant dans le contrat de bail commercial, dans la convention de cession de fonds de commerce. L'idéal étant évidemment de pouvoir s'être rapproché avant ça du propriétaire pour savoir à quoi on va s'en tenir. Alors, au niveau des effets de la cession du bail commercial, le cessionnaire, il devient le locataire direct du bailleur. Et donc, c'est lui qui va devoir exercer les différents droits locatifs. Donc, c'est lui qui va devoir notamment demander le renouvellement du bail commercial dans les délais, donc délais particulièrement complexes qui sont les délais de renouvellement du bail commercial. Donc, ça va vraiment être très attentif au fait que le renouvellement du bail commercial, c'est quelque chose d'essentiel si vous exploitez un fonds de commerce et qu'il faut faire très attention et vraiment, je conseille de faire appel à des professionnels pour ces renouvellements, pour éviter tout souci parce que c'est une des matières les plus complexes d'un point de vue juridique. Autre point très important, c'est que la loi sur les baux commerciaux prévoit que le preneur originaire, donc le cédant ici du fonds de commerce, demeure solidairement tenu de toutes les obligations du bail jusqu'à la fin du bail en cours, donc c'est jusqu'au renouvellement suivant. Et donc, attention pour le cédant, il est tenu des dettes finalement qui pourraient découler du bail tel qu'exploité par le cessionnaire. Et donc là, à nouveau, si vous êtes cédant, discutez avec le propriétaire pour essayer de faire sauter cette solidarité qui pourrait être très embêtante. Troisième hypothèse possible, c'est de signer un nouveau bail commercial, soit parce qu'il n'y avait pas de bail commercial, que l'immeuble appartenait au cédant et que par le fait qu'il va vous céder le fonds de commerce, mais il va également mettre en place un système de bail commercial, soit parce que finalement, il y a un accord qui a été pris avec le propriétaire pour mettre fin au bail précédent et conclure un nouveau bail avec vous. Dans le cas de la signature d'un nouveau bail commercial, les points d'attention sont qu'il est possible de prévoir un droit de résiliation triennal pour le bailleur à certaines conditions. Ce n'est pas quelque chose d'impératif et donc
dans bien des cas, ce droit de résiliation triennale va être exclu de la convention convention de bail commercial. Donc veillez, si vous êtes repreneur, à l'exclure. Il existe également une faculté d'expulsion au profit de l'acquéreur du bien, donc en cas de vente de l'immeuble. Donc ça, il faut y être également particulièrement attentif. Également, prévoyez, si vous êtes le locataire, une clause d'élection de domicile qui dit que voilà, chacune des parties élit domicile à l'adresse qui est mentionnée au début à l'entête de la convention de cession de fonds de commerce. Pourquoi faire ça? Parce qu'il pourrait y avoir des problèmes en cours de bail. Par exemple, si le propriétaire décède et que ce sont ses héritiers qui ont repris l'immeuble et la propriété du bien, il pourrait y en avoir plusieurs, des indivisions, etc. Et ça peut rendre particulièrement compliqué le renouvellement du bail. Et donc, c'est important d'avoir cette clause d'élection de domicile pour s'assurer de trouver facilement où adresser la demande de renouvellement, et vérifier également les obligations, mais ça c'est comme dans tous les baux d'entretien et d'assurance, pour voir quelles sont les charges qui sont mises à votre égard et quelle est la lourdeur éventuelle d'un point de vue financier de ces différentes obligations. Donc ça, c'est ce qui concerne le bail commercial. Je poursuis avec le personnel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de transfert conventionnel d'entreprise, donc la cession de fonds de commerce en fait partie, le cessionnaire est tenu de reprendre l'ensemble du personnel appartenant à l'entreprise ou à la division. L'article 7 de la convention collective numéro 32 bis prévoit donc un transfert automatique des contrats de travail. C'est-à-dire que donc l'ancienneté, par exemple, qui était acquise par le travailleur est tout à fait maintenue. Le contrat se poursuit comme si rien n'avait été changé. Le transfert d'entreprise n'est pas une cause de licenciement, ni pour le cédant avant le transfert, ni pour le cessionnaire après le transfert. Donc, être attentif au fait que s'il y a du personnel, vous risquez, si ce personnel est attaché au fonds de commerce, à devoir reprendre ce personnel. Et l'ancien et le nouvel employeur sont solidairement responsables du paiement des salaires dus aux salariés à la date du transfert. Et donc, les salariés ont le choix de poursuivre soit l'un, soit l'autre. J'en termine vite, comme ça, il me reste encore 5 minutes et je propose comme ça qu'on ait un peu le temps après de poser l'ensemble des questions. Je ne sais pas, Hugues, ça vous va? Effectivement, on peut faire comme ça. Il reste quelques questions. D'accord. En ce qui concerne l'accès à la profession, c'est très court. Le cessionnaire est dispensé pendant 1 an à partir de la cession de disposer de l'accès à la profession. Mais donc, pendant cette année, il va devoir la mettre à profit pour obtenir l'accès à la profession, si un accès à la profession est nécessaire. Et alors, on en arrive aux aspects fiscaux. Alors, il y a l'aspect TVA. Donc, en principe, une cession de fonds de commerce, pour autant que ce soit réellement une cession de fonds de commerce et donc pas une cession d'actifs isolés, comme on a eu l'occasion d'en discuter précédemment, elle n'est pas soumise à la TVA. L'administration de la TVA considère que le cessionnaire finalement continue l'activité du cédant parce qu'il reprend l'entièreté des droits et obligations. Et donc, on ne va pas ajouter de TVA au prix de cession et le cessionnaire ne pourra pas déduire la TVA. Donc ça, c'est une des particularités au niveau de la TVA pour la cession de fonds de commerce. Et donc, ça permet de ne pas devoir sortir ces montants-là. Au niveau de l'impôt sur les revenus, donc l'imposition de la cession de fonds de commerce, le cédant, lui, donc, il va être imposé sur les plus-values qui sont réalisées. Donc, les plus-values, ça va être la différence entre les valeurs comptables des actifs cédés et le prix qu'il a réellement reçu. Et le repreneur, de son côté, lui, peut amortir les actifs repris à la valeur de reprise. Alors, la cession, elle est imposable immédiatement à titre de revenu. Donc, même si vous avez prévu un paiement échelonné, elle est payable immédiatement.
Certaines plus-values sur immobilisation incorporelle et corporelle peuvent bénéficier d'une imposition étalée sous certaines conditions. Donc ça permet au niveau de la trésorerie qu'elles soient un petit peu moins tendues. Ensuite, dans le cadre d'une cession de fonds de commerce où le cédant est une personne physique, il y a différents taux de taxation en ce qui concerne la plus-value, et ce taux dépendra également de savoir si le cédant met un terme définitif à son activité ou non. Et dans ce cas, il peut y avoir des taux réduits. Ça, je vous laisse lire à votre aise pour voir si ça devait vous intéresser. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une taxation sur les plus-values et qu'il peut y avoir des différences, notamment s'il s'agit d'une cessation définitive dans le chef du cédant, et en fonction de l'âge du cédant, les taux seront différents. Par contre, si le cédant est une société, les plus-values qui sont réalisées sont imposables au taux normal de l'impôt des sociétés, qui est de 25% en 2020. Et donc, voilà, on en a fait le tour de cet aperçu des aspects juridiques de la cession de fonds de commerce et des différents pièges à éviter. Et donc, j'attends vos questions et je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci Maître de Clèves. On a encore en effet quelques questions. Ici, c'est justement par rapport à la déductibilité fiscale. Alors, la personne demande, il me semble qu'une société est autorisée à acheter les actions d'une autre société, effectivement. Dans ce cas, n'est-ce pas déductible fiscalement? Mais donc ici, on sort de la question du fonds de commerce, parce qu'on est dans la cession d'actions. Je suis pas fiscaliste, et donc là, je dois vraiment admettre que j'ai mes limites par rapport à ça. Et donc, je sais que ce sont des questions complexes, et donc je préfère pas me risquer dans une réponse qui ne serait pas juste. Donc, ça, je préfère vous renvoyer à un fiscaliste. Moi, ça dépasse mes compétences. Oui, je pense que c'est pas déductible, hein, le rachat de parts. Mais A effectivement, ça priori, non, mais il pourrait. ouais. A priori, non, mais il pourrait y exister certains cas dans lesquels ce serait possible. Ah oui. Oui, très bien. Donc, en effet, il vaut mieux alors aller vers des fiscalistes qui pourront répondre précisément à cette question. Alors, je reprends la liste. Évidemment, il y a certaines questions auxquelles vous avez déjà répondu. Ici, une question qui concerne le stock. Si le stock n'est pas inclus dans la vente du fonds de commerce, le cessionnaire pourrait être coincé entre le marteau et l'enclume, car il aura d'autre part signé une clause de non-concurrence. Il n'aura donc pas d'autre choix que le vendre exclusivement au cédant. C'est plutôt une réflexion d'un participant. Mais donc le stock, a priori, il va être inclus dans la cession de fonds de commerce. Mais donc, il dit, vous pouvez répéter la question ou la réflexion, c'est de dire qu'il serait pris entre le Si le stock n'est marteau pas et inclus dans l'enclume. la vente du fonds de commerce, le cessionnaire pourrait être coincé entre le marteau et l'enclume, car il aura d'autre part signé une clause de non-concurrence. Il n'aura donc pas d'autre choix que le vendre exclusivement au cédant. Là, je comprends pas, parce que si c'est pas inclus dans la convention de cession, c'est le cédant qui va conserver le stock. Effectivement, oui, il n'y a pas d'obligation de le revendre au cessionnaire. Alors, dans certains cas, il n'y a pas de rachat de fonds de commerce, mais une reprise de bail et l'exploitation d'une activité similaire à celle du précédent locataire. Cela peut-il être assimilé à une reprise de fonds de commerce et donc avoir les mêmes conséquences? Entre parenthèses, solidarité des dettes, par exemple. Donc, on aurait une cession. Reprise de bail et exploitation d'une activité similaire à celle du précédent locataire. Donc là, ce n'est pas vraiment un rachat de fonds de commerce, c'est vraiment reprise de bail et d'exploitation. Est-ce que ça peut être assimilé à une reprise de fonds de commerce avec les obligations notamment de
d'attestation d'absence de dette, etc. Alors effectivement, il y a des possibilités. Alors, le bail commercial est une matière particulièrement complexe. Attendez, je reprends. Moi, ce qui me... Oui. Pour moi, on n'est pas dans le cadre. Maintenant, franchement, à mon sens, on n'est pas dans le cadre de l'article 10 parce qu'on n'est pas dans la reprise du fonds de commerce. On prend autre chose. C'est similaire, ça va pas être le fonds de commerce. Et donc, cette solidarité, je ne la retrouve pas, en tout cas, dans le cadre de l'article 10. Maintenant, est-ce qu'il y aurait par ailleurs une solidarité de par le seul fait de la cession? A priori, je ne vois pas comme ça dans la loi sur les baux commerciaux une telle solidarité qui serait encore de mise dans ce cadre-là. Maintenant, ça demande quand même de bien vérifier parce que la loi sur les baux commerciaux, c'est le pire C'est une cauchemar. question qui est posée par justement une personne qui accompagne des entreprises et des porteurs de projets. D'accord. Et qui sera sans doute présente à l'Académie du 18-19 Oui. Mais là, la je semaine creuserai prochaine. plus ces aspects-là lors de la prochaine présentation qui sera donnée, qui sera plus longue. Parce qu'ici, dans ce cadre, je n'ai pas encore couvert tout ça, mais donc je couvrirai ces points-là. C'était mon intention d'ouvrir au niveau du bail commercial plus largement les différentes hypothèses, parce qu'effectivement, c'est très très large et c'est particulièrement complexe. Effectivement. Merci. Donc, on va peut-être poser une dernière question. Il y en avait encore quelques-unes. Mais bon, voilà, on est pris par le temps également. Donc, je vais en poser une dernière. À quelle valeur les éléments composant le fonds de commerce sont-ils amortis dans les chefs du cessionnaire? À quelle valeur? Ben, la valeur À quelle valeur ou à quel pourcentage, j'imagine, oui. Non, j'imagine que c'est la valeur d'acquisition Ah oui, 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 oui. Donc ce sera la valeur d'acquisition. Valeur d'acquisition du bien. Je regarde s'il n'y a pas encore des questions assez générales. Y a-t-il des dispositions non applicables à une reprise d'activité en ligne, commerce en ligne? Est-ce que c'est à mentionner dans la convention? C'est qu'il y a de plus en plus de reprises d'activités en ligne. Donc, est-ce que c'est quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a des particularités dans ce cadre-là? Mais donc je pense que ce à quoi il faut être particulièrement attentif, ça va être tout ce qui concerne la cession des noms de domaine et toutes les formalités qu'on va devoir respecter à ce niveau-là pour s'assurer qu'il y ait effectivement un transfert du nom de domaine. Donc ça, c'est une particularité. Et alors ensuite, ça va être au niveau de la composition de ce qui est inclus et de ce qui est exclu. Que là, effectivement, on va sans doute pas retrouver du tout les mêmes éléments que ce qu'on retrouverait traditionnellement dans un commerce de détail. C'est l'exemple que je donnais. Effectivement, on n'aura peut-être pas de droit au bail qui sera nécessaire dans ce cadre-là, quoi. Donc, clairement, oui, il va y avoir s'assurer qu'effectivement le site internet est bien transféré, que les différents droits d'auteur sur les pages web sont bien reprises. S'assurer aussi, alors sans doute qu'au niveau s'il doit y avoir des newsletters, etc., et au niveau du RGPD, les différentes obligations ont bien été respectées par le cédant. Donc ça, c'est un travail au niveau de la due diligence à effectuer à ce moment-là. Très bien, merci. Voilà, je vois qu'il est 11 heures. Donc, on va en tout cas clôturer cette partie ici, qui était donc la partie plus juridique.
Encore un grand merci, Maître de Clèves, pour cette intervention très, très pertinente. Merci Donc, je beaucoup. répète, hein, les slides seront bien envoyés à tous les participants. Ici, je vais prendre 10 minutes hein, pour ceux que ça intéresse sur le financement du fonds de commerce. Et donc, on verra les différentes possibilités qui existent, notamment au niveau de la région bruxelloise. Donc, je vais partager maintenant mon écran. Alors, je vais donc me désigner comme présentateur. Voilà. Je montre mon écran. Je vais remettre ma webcam également. Donc, normalement, vous devriez voir mon écran. Voilà. Donc, je vais donc passer 10 petites minutes hein, par rapport au financement de la reprise d'un fonds de commerce. Donc, évidemment, quand on reprend un fonds de commerce, il y a un prix à payer, hein, comme l'a évoqué Maître de Clèves. Il est très rare qu'on puisse payer ce prix avec des fonds propres. Donc, voilà, on va voir un petit peu quelles sont les possibilités de financement. Alors, on a... Attendez, je vais sortir ici, parce que je ne vois pas très bien mon écran. Hop. Voilà, donc, il n'y a pas que les banques, hein, évidemment. Donc, votre banque est un partenaire, effectivement, pour le financement de la reprise, mais il y a d'autres possibilités que la banque. Si vous n'avez pas cette possibilité d'aller vers votre banque, vous avez d'autres solutions, notamment ce qu'on appelle les 3 F, Family, Friends and Fools. Il y a également des possibilités, évidemment, d'investisseurs privés qui pourront bénéficier de certains avantages fiscaux tels que le tax shelter. On a également des business angels qui peuvent éventuellement financer votre reprise. Il y a des possibilités de microcrédit et également éventuellement de crowdfunding. Alors, les Family, Friends and Fools, donc ça sont plutôt des proches qui vont pouvoir investir dans votre projet de reprise. Sachez qu'il y a deux instruments fiscaux, on va dire, qui ont été mis en place, l'un par le fédéral, l'autre par la région bruxelloise. Au niveau du fédéral, on a le tax shelter, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, l'investisseur va pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt. Et deuxièmement, ça c'est quelque chose qui a été mis en place depuis le 15 octobre par la région bruxelloise. Ça s'appelle le prêt proxy. Donc, si vous avez quelqu'un, ça peut être un proche, quelqu'un de votre famille qui vous prête de l'argent dans le cadre de votre projet de reprise, il pourra bénéficier d'un crédit d'impôt et éventuellement récupérer 30% du solde restant dû via un crédit d'impôt en cas de faillite de l'entreprise. Donc voilà, le risque à ce moment-là est quand même limité en cas de faillite. Alors le crowdfunding, voilà, je rappelle simplement que ça existe. Donc n'hésitez pas à aller vers ces plateformes, mais dans le cas de reprise d'un fonds de commerce, une reprise d'une société, vous avez également la possibilité d'aller vers des solutions de crowdfunding, notamment si vous allez vers voilà, une redynamisation de la société, si vous changez quelque peu les activités, que vous lancez une nouvelle activité suite à cette reprise, n'hésitez pas à aller vers des solutions de crowdfunding. Vous avez ici les différents acteurs, en tout cas certains des acteurs qui sont indiqués. Alors, vous avez également des possibilités de microcrédit. Donc, quand on reprend un fonds de commerce, généralement, on va avoir un prix de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros. Vous avez des solutions ici, telles MicroStart, Credal ou FBoom, qui sont des solutions de microcrédit. C'est-à-dire que vous pourrez aller emprunter jusqu'à 15 000 euros, voire 25 000 euros dans certains cas. Donc ça, voilà, si vous avez des reprises de fonds de commerce autour de 30, 40, 50 000 euros, vous pouvez financer une partie par ces solutions de microcrédit. Donc n'hésitez pas à contacter ces organismes qui sont également actifs à Bruxelles, donc pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent proposer et à quel taux. Alors, il y a également un financement public qui est prévu. Donc, vous avez Finance and Invest Brussels qui peut vous octroyer des crédits. Donc, c'est vraiment le levier financier de la région bruxelloise. Donc, pour les TPE, les entreprises sociales et les coopératives, vous avez des solutions telles que le prêt Open Up. Donc, là, c'est un prêt jusqu'à 25 000 euros pour des indépendants qui sont en personne physique. Si vous êtes en société et que vous rachetez un fonds de commerce, là, vous pouvez même aller jusqu'à
100 000 euros de crédit avec des fonds propres qui sont plus limités que ce qu'une banque vous demanderait. Donc c'est quand même relativement intéressant. N'hésitez pas à aller sur le site de Finance and Invest Brussels. Il y a moyen de faire même une simulation pour voir voilà, combien vous pourriez emprunter et sous quelle forme. Vous avez également le fonds bruxellois de garantie qui est géré par Finance and Invest Brussels. Donc sachez qu'à un moment donné, si votre banque exige des garanties supplémentaires, elle peut ou vous pouvez faire appel à ce fonds bruxellois de garantie qui va donc offrir des garanties par rapport à votre crédit. Et donc si vous êtes en défaut de paiement, ce fonds bruxellois pourra intervenir à votre place. Il y a évidemment certaines conditions qu'il faut remplir. Donc ça, je vous invite à aller sur leur site internet ou éventuellement les contacter. Mais voilà, sachez qu'il y a des solutions qui existent au niveau des garanties, au niveau du fonds bruxellois de garantie. Alors, quand on parlait d'investisseurs privés, vous avez des solutions. Ben, je reprends Finance and Invest Brussels, qui peut également investir en capital dans la société que vous avez éventuellement reprise. Vous avez ce qu'on appelle les business angels, et donc vous avez un réseau tel B-Angels qui peut également financer votre reprise. Vous avez également pour voilà, certains secteurs d'activité, vous avez le fonds START, qui est un fonds plus lié à la culture et à la créativité, et donc au secteur culturel. Et vous avez chez Credal, vous avez Change, qui est un nouveau fonds pour les entreprises sociales. Donc voilà, on voit qu'il existe des instruments au niveau financier, que ce soit pour la création d'ailleurs ou pour la reprise d'activité. Voilà, j'ai fait un bref tour d'horizon des solutions de financement, notamment celles proposées par Finance Brussels. Je vais voir ici si vous avez des questions à ce niveau-là. Voilà, oui, les slides seront envoyés aussi. Donc, je vais envoyer les slides par rapport à la présentation de Maître de Clèves et mes slides à moi qui résument un peu ces solutions de financement. Je vais les envoyer donc à l'issue du séminaire. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. N'hésitez pas. Voilà, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, un grand merci pour votre participation. Je vois que vous étiez quand même relativement nombreux à participer à ce séminaire. Il y a eu jusqu'à 35 personnes connectées. Ah, je vois peut-être une dernière question. Donc voilà, c'est des gens qui remercient et qui quittent le webinaire. Donc, vous avez la possibilité de participer encore à un autre webinaire qui est organisé par le 18-19 et qui a lieu demain. C'est sur la reprise de PRJ ou de sociétés en faillite. Il a lieu demain après-midi, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et vous avez également certains événements qui sont organisés par BECI, donc la Chambre de commerce, et qui sont également dans le calendrier du 18-19 dans la page qui concerne la semaine de la transmission. N'hésitez pas à vous inscrire également, sachant que au niveau de la région wallonne également, vous avez des événements qui sont organisés. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'Asso Access et de voir un peu quels événements pourraient vous intéresser, comme c'est organisé sous forme de webinaire cette année. Vous avez la possibilité finalement d'assister même aux événements organisés par des partenaires de l'Asso Access et donc de la région wallonne. Voilà, en tout cas, un grand merci pour votre participation et à très bientôt, j'espère, en présentiel. Et voilà, bonne journée à tout le monde.